Bonjour à tous. La saison 2 du confinement semble bien différente de la première. Au printemps dernier, on s'en souvient, la sidération avait prévalu devant l'arrêt soudain de toute activité. Chacun avait pu alors éprouver cette nouveauté d'un monde en suspension dont on pouvait espérer qu'il trouve dans ce Shabbat de l'humanité l'occasion d'une réinitialisation. On parlait alors et on espérait même qu'il y aurait un possible monde d'après. Le confinement automnal que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, est tout à fait différent puisqu'il est moins intense et on nous dit qu'il pourrait encore durer jusqu'au cœur de l'hiver, au moins si bien que plutôt que de suspendre le temps, eh bien, il a alourdi notre atmosphère. Et pour parler de ces derniers développements de l'épidémie de coronavirus, on est en ligne avec le philosophe Jean-Luc Nancy. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Alors, en septembre dernier, vous avez publié un recueil de textes écrit pendant le premier confinement qui s'intitulait Un trop humain virus, publié chez Bayard, donc on va bien sûr en parler, mais d'abord un petit mot de la manière dont vous vivez maintenant cette saison 2 du confinement. À la fois, je suis un petit peu surpris d'une espèce de surprise générale devant ce qu'on appelle la deuxième vague, alors qu'on n'arrêtait pas d'en parler au début de l'été. Enfin, tout le monde savait que c'est bon. Donc c'est un peu étrange. Je sais pas, il y a des successions comme ça de extrêmement rapides d'attente, puis de recul. Bon, à la fois, je vois bien que le gouvernement, les gouvernements en général ont un mal fou, eux aussi, à suivre et même à devancer, justement. Bon, voilà. Maintenant, ce que je pense, c'est que ce qui est évidemment très sensible maintenant, c'est que l'impact économique du confinement se fait déjà sentir, et donc un nouveau confinement le fait de plus en plus sentir, voilà, les protestations viennent de toutes parts, et c'est vrai que donc ça fait une situation qui est extrêmement paradoxale, parce que un gouvernement, disons quand même de tendance néolibérale, fait une politique absolument nationaliste, bon, en même temps que il y a des paradoxes très intéressants. Regardez, en Allemagne, qui est un pays fédéral, la chancelière Merkel s'est finalement décidé à donner une consigne générale pour toute l'Allemagne, parce qu'il y avait trop de tiraillements entre les Länder. Et ça se fait. En revanche, en France, qui est, comme nous savons, le pays le plus centralisé d'Europe, la moindre mesure du gouvernement suscite immédiatement les réactions de tous les échelons, la région, le département, la commune, sans parler de toutes les collectivités ou communautés professionnelles. Bon, je veux dire, c'est intéressant, c'est amusant. Mais pour voir la distance qu'il y a entre les deux périodes, vous écriviez un texte qui est publié donc dans ce recueil, brutalement, ce qui semblait inimaginable, un virus l'a fait advenir, la machine, le système est presque à l'arrêt. On se souvient de ce moment-là. Aujourd'hui, eh bien, le virus est toujours là et le système, lui, finalement, continue à fonctionner tant bien que mal, comme si on avait vraiment changé de perception de la crise. Oui, mais tant bien que mal, justement. Je crois que ce qu'on a éprouvé comme un arrêt pur et simple au printemps, maintenant on essaye d'empêcher que ça ne se prolonge, mais c'est vraiment tant bien que mal. Et là, j'ai le sentiment que ça nous met, mais pas seulement la France, mais le monde entier, parce que, peut-être pas justement le monde entier, peut-être pas le monde asiatique, mais le reste du monde, ça met dans une situation très compliquée, voire contradictoire, entre la nécessité de faire fonctionner une économie, la nécessité qui était déjà là avant et de plus en plus pressante de transformer ce fonctionnement économique
en fonction des impératifs écologiques. J'aime pas dire écologique parce que ça peut avoir l'air d'un mot restreint qui renvoie, je sais pas quoi, partie écologique. Non, mais j'ai pas d'autre mot, ou des transformations qui sont dues au changement climatique, qui deviennent de plus en plus urgentes, qui sont d'une importance énorme, alors que en même temps, alors la crise du virus oblige, par exemple, à soutenir l'industrie automobile, l'industrie aérienne aussi. Enfin, bon. Donc il est sûr que maintenant, je crois, ce que tout le monde perçoit, c'est que la situation est au moins dans une complexité très grande, sinon tendanciellement chaotique. Alors, pour revenir sur le paradoxe que vous évoquiez tout à l'heure de ce gouvernement libéral, finalement, qui prend des mesures nationales, qui a retrouvé, disons, le cadre national pour son action, vous disiez dans le livre que le gouvernement, par les nombres, s'est trouvé congédié lors la première phase, donc, par le retour de la mort comme horizon ineffaçable. Gouvernement par les nombres congédiés, dites-vous, est-ce que on n'a pas le sentiment que le contraire pourrait aussi se produire, c'est-à-dire que disons que l'accélération renforcée de la société numérique va finir par se mettre au service des nombres, au service de la gestion des hommes et des citoyens? C'est très possible, c'est très possible. Là, on entre dans la prédiction, dans la prévision, qui n'est pas l'affaire de la philosophie, et qui n'est l'affaire peut-être de personne. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment que, en même temps que s'aggravent les problèmes immédiats posés, disons, à la majorité de la population par le virus, en même temps, on sent plus fortement maintenant peut-être l'insistance très forte et obstinée, au fond, oui, de tout l'ensemble, je dirais, techno, économico, algorithmique, qui est la grande force motrice du monde en ce moment. C'est-à-dire que au fond, peut-être la grande différence, c'est que en mars-avril dernier, il y a eu beaucoup de rêves, de transformation de modèles complets, et voir le ciel pur au-dessus de Pékin faisait penser qu'on allait complètement changer de modèle économique. Et maintenant, c'est tout le contraire qui se passe. Et justement, Pékin est le lieu et le nom le plus symptomatique de ça, parce que Pékin est en train de reprendre du poil de la bête, dire, et ça, évidemment, ça ne fait que faire avancer un peu plus et un peu plus vite. Alors, ce qui est peut-être, oui, un enfermement complet, oui, dans une civilisation numérique qui, je dirais, ne mérite même pas le nom de civilisation. En ce moment, je trouve, aussi à cause, par exemple, des difficultés que ça donne à l'école, etc., je trouve, on touche de plus en plus du doigt le fait que nous sommes vraiment dans une sortie de civilisation, sans savoir du tout dans quoi nous allons entrer. Mais je dis dans une sortie parce que on sent bien. On sent, par exemple, de tout ce qui se dit autour de la culture, oui, évidemment qu'on va abandonner la culture, non seulement parce que c'est le secteur, disons, le moins rentable, le moins urgent à sauver, mais parce qu'on l'a déjà abandonné. En fait, d'ailleurs, souvent, quand on parle de culture, on parle peut-être plus de divertissement ou de loisirs que de culture proprement dit.
Mais il y a autre chose. Il y a autre chose qui est en train de se passer. C'est que, dans l'école française, il est de moins en moins possible d'enseigner ce qui était le socle et l'architecture entière, disons, de ce qu'on appelait les humanités. C'est de moins en moins, tout simplement, possible. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Mais parce que la société est tellement transformée, les enfants, les jeunes sont tellement formatés à l'avance que on ne peut pas, vous ne pouvez pas enseigner une certaine littérature, une certaine philosophie, la philosophie. Toutes les transformations récentes des programmes de philosophie visent à limer, à gommer, un peu quelque chose qui est en effet inassimilable pour les jeunes de 17 ans aujourd'hui. Inassimilable. Moi, je ne veux pas défendre l'enseignement traditionnel de la philosophie. Je crois au contraire que nous touchons du doigt le fait que quelque chose est vraiment fini. Et en France, on a un petit peu de mal, et bon, c'est normal à le reconnaître parce que ça va soulever l'indignation d'un certain nombre de catégories, mais pas de toutes, loin de là, même pas de la majorité. Enfin, on veut pas trop le reconnaître, alors on continue à faire comme s'il y avait un enseignement de quelque chose nommé philosophie, même d'ailleurs de quelque chose nommé littérature. Bon, sûrement pas en dire autant de l'histoire, mais bon. Est-ce que c'est pour vous, ça impliquera ou ça implique un changement anthropologique, un changement essentiel pour Oui, cette bien nouvelle sûr. humanité dont Bien vous parlez? sûr. Oui. Bien De quelle sûr. nature? Non, Comment vous... c'est un changement anthropologique. Oui, mais nous y sommes. Nous avons commencé à changer. Évidemment, on change avec différentes vitesses. Alors donc, quand on a 80 ans, on change pas beaucoup. Mais quand on a 8 ans, on est déjà changé. On est déjà changé par tout le contexte. Et ça donne quoi alors? Ça donne quoi, cette nouvelle humanité? Comment est-ce qu'elle retrouve un équilibre ou est-ce que pour vous c'est une humanité qui court à sa perte? Moi, je crois qu'elle court à sa perte, oui. Enfin, je dirais même pas qu'elle court à sa perte. Peut-être qu'elle va à une fin qui après tout, n'est peut-être pas si scandaleuse ou monstrueuse qu'on pense. Peut-être que l'humanité a fait son temps, du moins une certaine humanité. Alors, évidemment, ça va pas être la fin du monde et de la population humaine du monde, mais il me semble que peut-être il va se faire un tout nouveau modèle anthropologique dans lequel la préoccupation du fonctionnement général de la machine et évidemment de retomber de ce fonctionnement les plus positives je dirais même pas peut-être pour le plus grand nombre, parce que nous sommes aussi maintenant dans une accoutumance ahurissante à une inégalité monstrueuse de la richesse dans le monde. Bon, nous sommes devant, on en parle tous les jours. Ça fait peut-être 20 ans qu'on répète sans arrêt les chiffres, pas tant pour cent qui a tant pour cent, enfin bon, vous connaissez ça autant que moi, et rien. Et en même temps, nous sommes dans un arrêt total, encore arrêt, peut-être pas le bon mot, enfin bon, de tout mouvement social. Il n'y a plus aucun mouvement social. Il y a ce qu'on a appelé mouvement social, parce que il n'y a plus la possibilité de mobiliser ce qu'on appelait une classe ouvrière. Il n'y a plus cette possibilité, peut-être parce qu'il n'y a plus une question de propriété des moyens de production, qu'elle se pose
plus du tout dans les mêmes conditions parce que la production elle-même est différente. Est-ce que, quand vous dites que la préoccupation majeure, ce sera celle d'entretenir le système, la logique, est-ce qu'on ne va pas vers une naturalisation, on peut dire, de l'humanité, ce qui serait Je dirais pas, c'est pas une naturalisation parce que c'est pas une nature. Ça, de toute façon, il n'y a pas de nature. Ça, maintenant, nous l'avons bien appris, mais ou plutôt, dans la nature, il y a une espèce animale douée de langage qui s'avère maintenant, après un certain nombre de millions d'années, qui s'avère être l'espèce capable de bouleverser toute la nature. Alors cette espèce, ou bien elle va se transformer en une autre espèce, justement en une espèce. Alors en effet, peut-être en une espèce qui ne parlera plus de son rapport avec une supposée nature, que ce soit la nature qu'on cultive ou qu'on exploite, ou le cosmos dans lequel on est pris, non, mais qui serait une espèce qui se conçoit elle-même comme au fond équivalente à la totalité de ce qu'il y a, la totalité de ce qu'il y a n'étant d'une certaine façon plus ni cosmos, ni nature, ni terre, ni ciel, etc., mais une grande machine qui développe indéfiniment ses opérations. Ça m'amène à un dernier mot, peut-être, Jean-Luc Nancy, puisque Acadème, on s'en souvient sans doute, vous avez reçu il y a un an environ pour la publication de votre livre « Exclut le juif en nous ». Finalement, on retrouve un peu cet enjeu de l'articulation entre le monde juif et le monde grec, finalement, dont vous traitiez dans le livre. Est-ce que, Heidegger disait « seul un Dieu peut nous sauver », est-ce que là, seule une manière de penser qui viendrait d'une forme de révélation d'extériorité n'est-elle pas la seule manière de nous sortir de cet enfermement totalitaire dont vous parlez à l'instant? D'une part, je suis certain que s'il se passe autre chose que ce que je viens d'esquisser, et c'est très possible qu'il se passe autre chose, alors ça ne pourra se passer que comme une véritable révolution spirituelle. Et j'emploie le mot spirituel, pas au sens qui en spiritualise du terme, j'emploie au sens où Gilbert Simondon désigne par spirituel l'individu dans ses relations avec tous les autres. Mais il y aura une révolution de ça, c'est-à-dire, on peut le dire autrement, une révolution de civilisation, mais une révolution, c'est-à-dire quelque chose qui sera comparable, alors en effet, à ce qui s'est passé dans le monde gréco-romain avec le judéo-christianisme, et puis après avec le contre-coup plus tardif avec l'islam. Bon. C'est-à-dire c'est-à-dire là, vraiment, là, il y a eu un bouleversement complet de l'appréhension du monde, de la manière d'être au monde, parce que le monde gréco-romain était devenu un monde extrêmement malheureux, inquiet, et aussi ayant un peu perdu la boule. Bon, c'est ce monde qui était trop grand pour l'époque, il a commencé à se décomposer, à aller mal, et là-dessus, il y a eu cette énorme révolution, il faut l'appeler, c'est une révolution. Mais comme toutes les révolutions, elles ne tombent pas du ciel. Elles venaient justement de ce monde en transformation. Mais personne n'avait pu la prévoir. Personne n'a vu arriver les chrétiens, même les chrétiens eux-mêmes, d'une certaine façon, on pourrait dire, se sont même pas vus arriver. Hein. Il y a quelques juifs qui ont commencé à prendre des bons. Nous sommes dans cette situation du monde romain, finalement, que vous décrivez. D'ailleurs, dans la tradition, il y a un sage qui nous le Maral de Prague, qui dit que le dernier empire, c'est l'empire romain qui vient jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que on retrouve la même logique, donc dans cette mondialisation, etc. Est-ce que vous avez le sentiment donc qu'il peut y avoir une réactivation de ces anciennes révolutions? C'est ça la question.
Non, justement, je crois qu'il ne peut pas y avoir de réactivation. Il n'y a jamais de réactivation dans l'esprit. Il n'y a jamais, jamais. Ce qui s'est passé là avec le judéo-christianisme et tout ce qui s'est produit à l'intérieur de l'hellénisme aussi en même temps. Parce qu'après, c'est un formidable brassage, modelage de tout ce qui était déjà un peu un héritage qui s'est produit. Alors, il y a jamais de réactivation. Donc, il ne peut que se produire autre chose, mais vraiment autre chose. C'est-à-dire que quand je parle révolution, peut-être justement c'est un mot maintenant au fond déjà trop usé, mais il y a pas de mot pour dire le surgissement de l'inconnu, du tout à fait nouveau. Alors, bien sûr, on peut interpréter comme ça le seul un Dieu de Heidegger, oui, mais justement se servir du mot de Dieu. Enfin, vous allez bien évidemment, faut bien se servir de mots. Tout à fait d'accord. Mais nous sommes dans une telle extrémité d'usure de toutes nos capacités signifiantes que, voilà, je dirais d'une certaine façon, il n'y a plus rien à faire, ni avec les Grecs, ni avec les Juifs. Il n'y a plus ni Grecs ni Juifs, comme disait Saint Paul, mais d'une autre manière. Évidemment que nous sommes toujours les descendants, les produits, etc. Mais nous avons absolument besoin, je veux dire, d'une nouveauté qui soit elle-même tellement neuve, justement, qu'on ne peut pas la prévoir, si vous voulez. Jean-Luc Nancy, vous parlez de sortie de civilisation. Est-ce que certaines communautés ne sont pas finalement mieux équipées que d'autres pour y faire face quand on voit par exemple l'attitude de catholiques qui manifestent pour la réouverture des églises pour prier, alors que du côté, disons, de la communauté juive, la discipline a été plus nettement respectée? Oui, mais écoutez, les catholiques qui manifestent là ne sont pas des catholiques pour deux raisons, je dirais. D'abord, c'est quand même une minorité. C'est une minorité réactionnaire et tout qu'on connaît, c'est les gens de la manif pour tous, etc. Bon. Et deuxièmement, ce sont pas des catholiques, alors je dirais au sens profond, théologique du mot. Ce sont des gens qui sont devenus on appelle les intégristes, c'est-à-dire des gens qui se récitent à eux-mêmes un certain catéchisme et qui ont perdu, mais complètement perdu, non seulement, je ne dirais pas le sens, je ne veux pas dire le sens d'un évangile primitif, ça a déjà été dit mille fois, non, mais qui ont perdu le sens de ce qu'ont été le christianisme social, aussi bien que les théologies, disons les théologies de la démythologisation, etc. Enfin, tout un travail théologique énorme qui avait été fait, déjà commencé, disons, plutôt dans l'entre-deux-guerres, continué quand même après, et tout le travail qui a été celui justement du christianisme social, tout ça, ces catholiques-là, ils n'en savent rien. Ils savent même pas que ça existait. Donc, en effet, c'est un pauvre groupe, mais qui est évidemment déjà perdu pour l'histoire. C'est pas la peine d'en parler. Alors, évidemment, je vois bien le contraste avec les juifs et les synagogues fermées, bien sûr. Mais la laïcité à la française, c'est un problème absolument redoutable parce que on est en train de se la faire reprocher par le monde entier, hein, alors que la laïcité à la française est justement le milieu dans lequel il a été possible, disons dans toute la première moitié surtout du XXe siècle et même après, que se développent des pensées, des recherches
chrétienne, juive, musulmane aussi. Il y a une chose qui me rend fou furieux, c'est quand vous pensez que Massignon et Corbin ont été des grandes figures de la culture française et méditerranéenne, alors que maintenant plus personne ne connaît leur nom. En revanche, non, il me semble que tout le travail qui a été fait à partir de Rosenzweig, de Lévinas, de Buber, bon, ce travail-là, il est présent. Mais je dirais simplement, il n'est plus présent que dans une culture qui est elle-même en train de s'effilocher complètement. Parce que un jeune de 20 ans, j'en connais là, peut très bien être quelqu'un qui ne connaît en matière de philosophie, vous voyez, au sens le plus large du mot, c'est-à-dire philosophie, représentation théologique, spirituelle, morale, etc., qui ne connaît que la dite philosophie analytique anglo-saxonne. Vraiment. Il y a comme ça une sorte de contamination générale. Alors ça, c'est un virus beaucoup plus puissant que l'autre. Une contamination générale par un esprit qui est quoi? Qui est l'esprit de s'appuyer sur les données de la supposée science, les sciences de la nature. Alors c'est ce qui fait que mais les jeunes, je dis, ils sont dans un monde dans lequel on les habitue interminablement à leur dire pourquoi nous avons des émotions. Parce qu'il y a ceci, cela, vous branchez des machins, et vous enregistrez des bons. C'est tout à fait étonnant. Il y a, on pourrait dire, sous cette espèce de surabondance de pourquoi, de raisons dites scientifiques, il y a une espèce de disparition presque complète de la question du pourquoi ou de la raison de tout, de ce qui est. Pourquoi y a-t-il un monde plutôt que rien? À l'époque de Leibniz, la question faisait sens. Aujourd'hui, je dirais, voilà, cette question ne fait plus sens. On peut, bien entendu, et on l'a fait, déconstruire la question. On peut dire il n'y a pas lieu de demander pourquoi, c'est une mauvaise question. Ça, bien sûr, on peut le dire. Mais c'est autre chose que au fond, de ne même plus se demander ce qu'on fait au monde, ou le fait qu'il y ait un monde. Alors, un des philosophes qui est souvent une référence aussi pour les anglo-saxons, c'est Wittgenstein. Wittgenstein disait la création du monde, c'est qu'il existe. Alors, cette phrase, elle peut avoir l'air de rien du tout, mais on peut la tourner dans tous les sens. Ou bien c'est une réduction de la création à l'existence du monde, ou bien c'est une élévation de l'existence du monde au statut, justement, de création. C'est-à-dire, voilà, le monde sort de rien. Enfin, c'est-à-dire, pouvoir se poser, je dirais, la question, c'est même pas tout à fait une question, mais c'est plutôt un souci, c'est un désir vers le simple fait que nous sommes là, qui est ça, c'est une possibilité qui pourrait être quasiment effacée complètement de la conscience. Et alors là, oui, là ça donnera une mutation anthropologique formidable.
Merci beaucoup, Jean-Luc Nancy. On va rester sur cette attente, j'allais dire cet espoir, pas forcément, en tout cas cette attente d'une nouveauté radicale. Je rappelle donc le titre du livre que vous avez publié, qui est un recueil d'articles sur la première crise, donc le premier confinement, un trop humain virus, publié chez Bayard. Merci à tous pour votre attention.